Bonjour Bordeaux. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez vraiment bien? Parce qu'on a quand même le sentiment que rien ne va aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, le malaise que vous pouvez ressentir, que nous pouvons ressentir, s'explique par le fait que nous sommes actuellement sur deux plaques tectoniques qui sont en train de se chevaucher. La vieille plaque, celle de l'ancien monde, qui est à bout de souffle et qui s'accroche de toutes ses forces. Et la nouvelle plaque, celle du nouveau monde, portée par un grand nombre de citoyens qui sont en train de réaliser des millions de révolutions tranquilles et surtout qui aspirent à construire un nouveau modèle de société. Comme moi quand j'avais 17 ans. Quand j'avais 17 ans et que j'ai compris en cours d'économie à quoi correspondait notre modèle de société, notre modèle économique. Je revois ma professeure d'économie nous expliquer que finalement la croissance à laquelle on aspire n'est autre qu'une croissance exponentielle, où il s'agit de produire toujours plus, d'une année sur l'autre, sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte de la santé physique, de la santé mentale de la population. Je suis assise sur ma chaise en cours et je me dis, mais vraiment, l'humanité ne peut pas aspirer à mieux que ça? Ça m'a poussée, du moins, ça a encouragé ma poursuite d'études en économie. Ça m'a poussée à faire de la recherche, à essayer de comprendre ce qui ne fonctionnait pas et surtout s'il existait des modèles de société alternatifs beaucoup plus inspirants que notre modèle de société. Et là, bonne nouvelle, je découvre qu'une nouvelle voie est possible et qu'elle est même déjà là. Surgissement d'un nouveau monde. C'est le titre de l'ouvrage qui aura été mon point de bascule en 2015. Il a été écrit par Mark Lunsgysi, ancien membre de la cellule de prospective de la Commission européenne. Ça a été le début d'une grande amitié avec Mark et surtout le début d'une collaboration de recherche qui aura confirmé que nous étions bien et bien sur une nouvelle plaque tectonique, un nouveau monde qui était en train d'émerger face à cette vieille plaque tectonique, je vais y arriver, qui est à bout de souffle et surtout qui atteint ses limites, comme en témoignent les différentes crises que nous pouvons tous vivre aujourd'hui. Crise économique, crise sociale, crise sociétale, crise environnementale, et j'en passe. Et cette nouvelle plaque tectonique qui est portée par ce grand nombre de citoyens qui aspirent à faire bouger les lignes et qui font bouger les lignes. Et en fait, aujourd'hui, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, de cette découverte. Qui sont ces citoyens? Qui sont ces acteurs du changement? Et quel monde et quel modèle de société sont-ils en train de créer? Cette nouvelle plaque tectonique, elle est marquée par 4 révolutions majeures. C'est ce qui nous permet de confirmer que nous sommes bel et bien sur cette nouvelle plaque. 4 révolutions majeures qu'on est en train de vivre et dont nous n'avons pas nécessairement conscience. Une révolution scientifique, une révolution technologique, une révolution sociétale et une révolution économique, qui nous apporte en fait une nouvelle vision du monde, de nouvelles valeurs, de nouveaux outils et de nouvelles formes d'organisation. Et généralement, quand on vit ce type de changement, en termes de valeurs, en termes de vision, en termes d'organisation qui sont en train de changer, ça nous laisse présager l'entrée dans une nouvelle ère. Je vais d'abord vous parler de cette révolution scientifique. Un astrophysicien, entre autres, Trinh Shan, nous parle des découvertes du XXIe siècle qui sont en train de remettre en question la science classique. Et on est en train de découvrir que dans le monde de l'infiniment petit, ça ne se passe pas comme dans le monde de l'infiniment grand. Que d'un monde jusqu'à maintenant perçu comme une mécanique, comme une machine inerte où tout est séparé, segmenté,
où tout n'est que matière, eh bien on s'aperçoit que dans le monde de l'infiniment petit, tout est relié, tout est interdépendant, tout est interconnecté. On est en train de rentrer dans une vision du monde comme un organisme vivant. Une vision du monde holistique, systémique. Donc changement de vision du monde avec cette révolution scientifique. Une deuxième révolution, une révolution technologique. Là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. On vit une révolution fulgurante avec Internet. Michel Serres, que vous connaissez sans doute, académicien, philosophe français, nous parle d'Internet comme de la troisième révolution majeure de l'humanité. Après l'écriture, après l'imprimerie, troisième révolution majeure de l'humanité. Pour lui, cette révolution technologique va entraîner une révolution anthropologique, avec l'apparition d'un nouvel humain qu'il appelle Petite Poucette, en lien avec les pouces de la jeune génération sur les téléphones. Et pour lui, il nous dit que Petite Poucette doit réinventer une manière d'être, une nouvelle manière de vivre ensemble, doit réinventer les institutions, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vivons également une révolution sociétale majeure, avec l'émergence d'une nouvelle catégorie d'individus qui portent de nouvelles valeurs. Ce constat est parti d'une des plus grandes études sociologiques qui a été réalisée aux États-Unis sur 12 années, sur plus de 100 000 personnes. Ils ont fait le constat, Paul Ray, entre autres, qui est le sociologue à l'origine de cette étude, a fait le constat qu'entre les modernistes et les traditionalistes, il existait une nouvelle catégorie d'individus. Donc, entre les traditionalistes, qui sont davantage préoccupés par les valeurs liées au travail, à la famille, à la religion, et les modernistes, qui, eux, sont davantage tournés vers les valeurs matérialistes, vers l'argent, vers la réussite sociale, il existait une troisième catégorie d'individus qu'ils ont appelés les créatifs culturels. Parce que créateurs d'une nouvelle culture, parce que porteurs de nouvelles valeurs, des valeurs qui sont liées à l'écologie, au partage, à la solidarité, à la qualité de vie. Ils aspirent à une reconnexion avec le vivant et ils sont souvent dans une démarche de quête de sens. Ils ont constaté qu'il y avait 30% de créatifs culturels aux États-Unis, soit 30% d'Américains qui étaient en train d'inventer des modes de vie alternatifs à notre société d'hyperconsommation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude a été élargie par les travaux notamment de Mark Lunks, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a été élargie à l'Europe, à la Chine, au monde musulman, à l'Europe, pour confirmer qu'il existait bien 30% de créatifs culturels dans le monde, soit 2 milliards de personnes qui sont en train aujourd'hui de construire les bases d'une nouvelle société, plus éthique, plus juste, plus respectueuse du vivant, soit 2 milliards de réenchanteurs. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage que nous avons coécrit avec Marc. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais finalement, je ne suis pas la seule alors à aspirer à un nouveau modèle de société. Nous sommes une force colossale qui s'ignore. Et nous vivons également une révolution économique, qui est également un marqueur de cette nouvelle plaque tectonique dont je vous parle. Une révolution économique avec de nouvelles formes d'organisation qui sont en train de se développer, qui sont les germes des entreprises de demain. Je ne parle pas des entreprises qui font de la RSE par contrainte ou du régénératif pour séduire, mais des entreprises, des entrepreneurs, des hommes et des femmes qui sont convaincus et qui mettent au centre de leurs préoccupations l'homme et l'environnement parce qu'ils sont convaincus qu'il en va de notre survie. Je vais vous donner 3 exemples incarnés de cette nouvelle économie. Bon, ce sont des hommes. Mais, je ne vous ai pas dit, d'ailleurs, dans les 30% de créatifs culturels, 66% sont des femmes.
Donc les 3 exemples que je vais vous présenter, le premier, c'est Christopher Guérin. Christopher Guérin est le directeur général d'une grande entreprise française qui fait du câble électrique, qui est cotée en bourse. Christophe Guérin a été bousculé par sa fille qui lui a dit, ou quand elle lui a dit, parce qu'elle était sensibilisée évidemment à l'environnement, « Papa, quelle planète tu vas me laisser en 2030 ?» Suite à quoi, ça a remis profondément en question le modèle économique de son entreprise. Il s'est donc orienté vers la sobriété, voire la décroissance. Parce que dans son entreprise, ils ont réduit la quantité de matière utilisée. Ils ont diminué l'impact carbone. Ils ont réduit la consommation d'énergie. Ils sont passés de 17 000 clients à 4 000 clients pour se recentrer uniquement sur les bons clients, du moins ceux qui partageaient leurs valeurs, pour travailler avec eux en co-création, pour leur apporter des services en fonction de leurs besoins. Ce qui est intéressant, ils ont aussi diminué d'ailleurs le nombre de produits référencés de 30%. Et pour autant, son entreprise a augmenté son cash flow et sa rentabilité de 2%. Il dira lui-même « Je ne fais plus de la croissance volumique, je fais de la croissance en valeur, de la croissance qualitative. » Un autre exemple, Ray Anderson, qui est l'ancien fondateur d'une grande entreprise américaine qui fait des dalles de moquette, qui est cotée au Nasdaq. Il a fondu en larmes quand il a lu son premier livre d'écologie. Parce qu'il a pris conscience à ce moment-là que l'industrie dont il était si fier était finalement à l'origine de la destruction de la planète. Il s'est dit « Je ne veux plus avoir d'impact sur mon environnement ». Donc 0 déchet, 0 émission de CO2. L'entreprise ira même plus loin. Elle voudra avoir un impact positif désormais sur son environnement, régénératif sur son environnement. Désormais, ils font des dalles de moquette qui absorbent plus de CO2 qu'elle n'en émet à la production. On parle d'empreinte carbone négative. Ils s'inspirent du vivant, ils utilisent des matériaux biosourcés et recyclés. Je terminerai avec un exemple, celui d'Éric Plassard, qui est président d'une entreprise française d'aménagement du territoire, qui, lui, a pris conscience lors du Covid que l'urgence climatique nécessitait une remise en question profonde de l'entreprise. Il s'est mis à travailler en co-création avec ses partenaires, avec les parties prenantes, pour penser des solutions d'aménagement du territoire régénératives. À partir de là, il s'est dit aussi « Je ne veux plus avoir ou accepter des projets qui ont un impact négatif sur l'écosystème naturel ». Ils renaturent d'ailleurs désormais le foncier. Ils font de la réhabilitation, de la rénovation, ils ne font plus du neuf. Ils sont davantage dans une démarche servicielle plutôt que d'être dans la relation unique avec un prix unique. Donc on voit aussi que cette économie de demain est en marche, son cap est en train de changer, et elle vise une croissance qualitative, régénérative. Donc voilà comment se dessine cette nouvelle plaque tectonique, par ces différentes révolutions que je viens de vous présenter. Et en conclusion, je vous dirai que ce point de friction entre ces différentes plaques tectoniques, ce point de friction qu'on est en train de vivre aujourd'hui, n'est autre que la crise d'adolescence que nous sommes en train de vivre, que l'humanité est en train de vivre. C'est ma fille de 18 ans qui m'a écrit ce message il y a 4 ans. Bon, c'était pas vrai. Elle n'avait pas fini sa crise. Mais nous sommes des adolescents, parce que nous sommes une espèce qui est relativement jeune dans l'histoire de la vie sur Terre. Et comme un adolescent, il nous a sans doute été nécessaire de vivre et d'expérimenter un mode de vie effréné, très matérialiste, très individualiste, avec un ego exacerbé, jusqu'à ce que nous prenions conscience des limites de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et que nous évoluions vers des modèles de développement plus sages, plus matures, plus respectueux des autres et du vivant. Donc même si elle n'est pas très visible, cette nouvelle plaque,
elle est bel et bien là. Car s'il suffit que 10%, comme nous dit le journaliste Malcolm Gladwell, s'il suffit que 10% d'une population change de normes et de pratiques pour embarquer avec elle la majorité silencieuse, alors avec les 30% de réenchanteurs, nous sommes donc déjà sur cette plaque tectonique. Je vous laisse donc avec une question. Quel réenchanteur, quelle réenchanteuse allez-vous être ? Merci.